Bonjour, bonjour à toutes et tous, et un grand bonjour à toi Romain, merci d'être avec moi aujourd'hui. Salut Adrien, un grand plaisir partagé. Romain, tu pratiques l'hypnose, tu es également formateur en hypnose, tu as récemment écrit un super livre que je mets ici, voilà, dont on va certainement parler un petit peu. Euh, pour les peut-être les rares personnes qui ne te connaîtraient pas, si tu as eu une vie avant l'hypnose, est-ce que tu veux bien, sans faire tout ton CV, mais nous faire sentir peut-être l'influence qu'elle peut et qu'elle a pu avoir sur ta pratique en tant qu'accompagnant et puis en tant que formateur? Oui, alors en fait, je vais un tout petit peu transformer ta question parce qu'en fait, j'ai pas eu une vie avant l'hypnose, j'ai une vie en parallèle de l'hypnose, une continuité de ma vie d'avant qui est en parallèle avec l'hypnose parce que j'ai pas fait ce choix de complètement abandonner certains acquis au profit d'une activité certes passionnante, mais parfois aussi un petit peu déstabilisante, notamment sur l'aspect financier. Donc, j'ai la chance de travailler depuis très longtemps dans un grand groupe de téléphonie en tant que commercial. J'ai eu l'opportunité de descendre mon niveau d'activité par palier pour aujourd'hui ne travailler pour eux qu'à hauteur de 2 jours par semaine, ce qui finalement me laisse 5 jours pour mes autres activités, qu'elles soient familiales ou, ou profession, passion, parce que, il y a de ça hein, derrière le métier d'accompagnant et d'hypnopraticien. Donc, quelle influence ça a pu avoir l'activité professionnelle de commercial en soi, au-delà de ce que ça peut amener pour développer sa propre activité de cabinet? Je crois pas que ça ait vraiment influencé. J'ai plutôt tendance à croire que il y avait déjà une part de moi qui était faite pour ça bien avant que je me lance dans la vie professionnelle. J'ai très jeune eu cette sensation d'être un peu à part, un peu. Alors bien sûr, hein, comme tous les ados, on joue le jeu, on donne le change, etc. Mais j'avais un peu cette sensation d'être, de pas vraiment être dans cette scène, tu sais, qu'on peut mener quand on est ado, qu'on cherche sa place dans le groupe, qu'on veut être accepté, etc. J'étais très vite intéressé par tout ce qui est de l'ordre de la psychologie. J'ai très vite lu des bouquins de vulgarisation, des Guy Corneau, des choses comme ça, qui sont assez accessibles et qui m'ont toujours passionné, jusqu'au jour où effectivement j'ai rencontré l'hypnose pour des raisons personnelles. Donc du coup, je sais pas si tu veux que je continue dans la lancée de comment j'ai croisé le chemin de l'hypnose. J'ai un tempérament un peu anxieux, traqueur, on va dire. Et vers l'âge de 22 ans, j'ai un peu souffert d'anxiété, de crise d'angoisse, des choses comme ça. Et j'avais essayé pas mal de choses. Bien évidemment, c'était pas à l'âge de prendre, parce que c'était pas non plus extrêmement handicapant, mais d'être tout de suite dans de la chimie, l'allopathie, etc. Donc j'ai fait un peu de psychothérapie très vite, très jeune, j'ai travaillé sur moi. Et puis à l'époque, hein, c'était il y a maintenant plus de 20 ans, l'hypnose n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais comme j'avais déjà lu des bouquins, notamment un bouquin du docteur Victor Simon, tout ça, j'ai cherché des praticiens en hypnose dans ma zone, quoi. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, j'en ai essayé beaucoup avant de trouver un qui a fait du bon boulot, qui m'a aidé en tout cas à faire un bon boulot. Et puis ça m'a vraiment changé la vie, quoi, très rapidement, en très peu de séances. Et c'est là qu'en fait a convergé, je crois, mon appétence pour la psychologie, mon attrait, mon intérêt de regarder, mon attrait de regarder derrière les masques, tu vois. J'ai besoin de cette essentialité dans la relation. Et du coup, comme
comme je suis un peu, je dirais, un feignant, que je n'avais pas embrassé des études qui m'auraient mené dans cette direction. Disons que sur l'aspect professionnel, je me suis beaucoup laissé porter par les événements. J'ai vraiment fait très peu de choix. J'ai toujours passé les étapes à la limite de l'acceptable. Mais là, voilà, ce jour-là, j'ai rencontré une pratique que je pensais pouvoir acquérir et qui répondait en même temps à mes aspirations et à mes appétences. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé en formation en 2013. Ça a mis du temps à maturer, hein. J'avais déjà 33 ans à l'époque. Et donc me voilà formé à l'Arche au départ. Génial. Euh, Déjà, je suis touché parce que c'est vrai que bah, nous, on se connaît un petit peu par ailleurs, même si on n'a pas non plus passé énormément de temps hors formation ensemble, donc on se connaît pas non plus dans une intimité très poussée, mais d'apprendre à mieux te connaître, c'est cool. Et juste pour finir, entre guillemets, de bien sentir cet espace, je dirais, euh, est-ce que tu sens que l'hypnose influe sur ton job de commercial, et je crois que tu as aussi des fonctions managériales, et dans l'autre sens, tu disais que tu as eu une appétence assez tôt pour le côté, tout ce qui est psycho, que tu étais un peu sur des rails et que tu t'es retrouvé à faire probablement des études ou je sais pas pour devenir commercial. Aujourd'hui, on sait que voilà, être hypno, pratiquer l'hypnose, c'est aussi être entrepreneur, et être entrepreneur, ça veut aussi dire en partie être commercial. Est-ce qu'il y a des passerelles qui se tissent dans un sens et dans l'autre? J'espère ne pas trop forcer la question en te la posant. Non, 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 je comprends, oui. Alors déjà, je me permets juste de recadrer, j'ai jamais voulu faire de management au sein d'une activité commerciale. Même si peut-être que je m'y épanouirais plus, mais c'est un autre débat, un autre sujet. J'ai du mal à cautionner toute la politique au sens large et notamment celle qu'il y a dans le milieu de l'entreprise. Et peut-être que certains qui sont dans ce schéma-là et qui écouteront ce podcast reconnaîtront certaines choses qui viennent heurter des valeurs personnelles. Donc je ne suis pas du tout dans le management. Au contraire, j'ai toujours voulu rester au bas de l'échelle. Après, l'hypnose, bah forcément, m'a apporté dans mon activité commerciale parce que oui, on a une meilleure maîtrise et sensibilité de la communication. Et puis aussi une capacité peut-être accrue de mettre de la distance avec ce que l'on peut vivre, parce que on sait que parfois dans mon job, on peut avoir des gens mécontents qui vont s'en prendre à toi. Bon, bah, il y a aussi cette possibilité, parce qu'on comprend les mécanismes, de mettre le truc à distance et de dire c'est pas moi le problème, c'est plus global, et donc de le vivre émotionnellement plus facilement. Bien sûr, créer ce climat, et ça c'est à mon avis fondamental, ce climat de clarté, de confiance, de sécurité qui pour moi est un socle absolu dans l'accompagnement. Donc le pouvoir l'utiliser aussi dans ce monde de l'entreprise et de la vente, bah forcément ça aide. Et dans l'autre sens, euh, je sais pas s'il y a des choses, enfin c'est très difficile, il faudrait faire une analyse personnel, s'il y a des choses de ce monde-là que j'ai moi amené dans mon activité de libéral, je saurais pas te répondre. En tout cas, au-delà effectivement de l'appétence pour la psychologie, j'ai toujours aussi eu un énorme besoin de création et de créativité. J'avais beaucoup plus jeune, lancé une activité autour de l'impression textile, etc. Parce que ça me, voilà, créer des t-shirts, des logos, des machins, ça a toujours été mon dada. Et donc, de fait, ça, par contre, ça a vraiment eu une importance dans mon développement parce que moi, j'ai adoré passer des heures sur WordPress à faire mon site internet. J'adore créer mes pochettes de livres. J'ai dit mais parce que là, je suis en train de finaliser un deuxième bouquin pour le grand public cette fois. Et voilà, donc c'est plus ma personnalité globalement que j'ai amené dans mon travail de praticien en fait. Très clair. Et justement, ça nous fait une transition assez fluide. L'idée de ces interviews, au départ en tout cas, c'est la prise de conscience quand je suis devenu formateur que finalement, dans le parcours un peu classique, en tout cas celui que j'avais connu, je me suis formé peut-être dans un peu plus d'écoles que toi pour aller voir un peu à gauche, à droite, mais bon,
j'ai eu l'impression qu'il y avait assez peu de cadres qui étaient transmis en formation, c'est-à-dire que on transmet surtout un outil. Donc apprendre à faire de l'hypnose, on sait que ça peut être assez rapide, hein. Si tu fais de l'hypnose de rue en une demi-journée, tu apprends les quelques scripts ou quelques routines, ils appellent ça, pour mettre des gens qui sont suffisamment réceptifs en hypnose dans un cadre ludique. Pour autant, faire de l'accompagnement en hypnose, c'est quand même une autre paire de manches. Et comme tu es formateur aussi pour une école, et que si je projette correctement, tu as été vraiment justement en création. Tu t'es pas inscrit dans un, dans une structure qui te mettait déjà à disposition les contenus. Mm. Euh, je ne sais pas trop comment ouvrir cette question, mais voilà, curieux de ta manière de transmettre et je sais pas, j'espère ou pas, comment est-ce que tu arrives à solidifier tes stagiaires quand ils découvrent cette pratique pour au Mm. moins avoir des points de repère et peut-être déjà avoir du recul sur ce que ça représente d'être accompagnant et comment cadrer sa pratique d'hypno. On est une pratique non réglementée et donc c'est un peu notre responsabilité personnelle justement de délimiter un peu les frontières, de savoir ce qu'on fait, comment on le fait et ce genre d'enjeu. Ouais, c'est une maxi question en fait. Parce que avant d'en arriver à te parler possiblement de comment je transmets, du cheminement pour pouvoir transmettre, il faut bien sûr revenir à la base, c'est-à-dire sur ma construction déjà de base en tant qu'accompagnant, parce que j'ai évoqué effectivement cette formation à l'arche avec des modules additionnels d'analyse comportementale, d'hypnose conversationnelle, mais j'ai aussi surtout rencontré certains formateurs qui ont littéralement transformé ma pratique. Et le fait que tu me donnes aujourd'hui la parole ici, on va dire un peu publiquement, j'ai besoin et envie de leur donner grâce. C'est important. Je, je déplore que malheureusement, pour des raisons personnelles, il a un peu disparu de notre décor, mais je dois énormément à Laurent Bertin sur justement sur cet aspect accompagnement au-delà de l'outil. Pour ceux qui le connaissent, c'était pas quelqu'un, enfin, c'était pas, il est pas mort. Je touche du bois, j'espère qu'on le reverra très vite, mais en tout cas, dans l'hypnose, c'est pas quelqu'un qui défendait à tout craint la transhypnotique, mais qui avait vraiment une fine analyse, je pense, des fonctionnements humains. Et il a vraiment, à l'époque où il avait son blog Hypnoscient, tout ça, il a vraiment, pour moi, il m'a apporté énormément. Jean également Dupré, qui faisait du coup également la formation de conversationnelle à sa façon, surtout dans l'aspect humain des choses, qui pour moi est indissociable de l'outil. M'a apporté aussi beaucoup. Et puis un qui est un peu moins présent sur Facebook, mais qui a aussi été mon troisième pilier, c'est Pierre-Alain Pérez, dans cette humanité aussi qu'on retrouve très fortement chez lui. Donc, ces trois personnes m'ont amené un peu plus, et puis je ne vais pas l'oublier non plus, Philippe Miras dans un deuxième temps, un deuxième souffle qui m'a apporté aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que assez vite, personnellement, je me suis un peu, j'ai un peu dépassé le simple outil de l'hypnose. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que j'évoque ces gens-là que j'ai rencontrés dans des formations d'hypnose, mais je pense qu'ils m'ont apporté plus que simplement un outil. Et c'est quelque chose que, du coup, maintenant, moi, j'essaye de transmettre, c'est-à-dire une humanité dans l'accompagnement, une compréhension des fonctionnements. Enfin, et je dis une compréhension au sens littéral du terme, c'est-à-dire que je suis totalement convaincu qu'il n'y a pas une façon d'interpréter la psyché humaine, mais en tout cas, il y a une façon parmi tant d'autres de le voir et sur laquelle je m'appuie quand je travaille. Et donc, voilà tout doucement comment moi j'ai construit mon activité d'accompagnant. Et c'est vrai que derrière, il y a eu un grand challenge qui m'a été proposé il y a maintenant 3 ans, qui a été de créer une filière hypnose au sein d'une école, en l'occurrence qui s'appelle l'EFPP, qui à l'origine est plus une école de formation de praticiens en psychothérapie et qui propose des modules additionnels. Et il cherchait donc un formateur pour créer, enfin,
ouais, on va dire pour créer un cursus de l'hypnose avec la contrainte que la formation doit se faire à 80% en distanciel puisque c'est une e-faculté. Le FEP, c'est la e-faculté de praticien en psychothérapie. Donc, tout ça pour dire qu'il m'a fallu reprendre tout ce que j'avais digéré, mis en pratique de façon de plus en plus automatique et finalement de plus en plus inconsciente, le remettre en conscience pour pouvoir ensuite le disséquer et créer des modules qui peuvent ensuite s'articuler. Et donc, je dis à mes stagiaires que je leur apprends des briques de Lego et qu'ensuite, ça va être leur job de les assembler pour faire leur propre structure. Parce que je suis vraiment dans cette idée que ça fonctionne comme ça et qu'après, il n'y a pas de règles toutes faites et qu'au contraire, il faut cultiver une grande flexibilité dans notre pratique et jamais partir, en tout cas une fois qu'on a un peu plus d'assises, dans des séances en étant convaincu de ce qu'on va faire à l'avance, parce que sinon on est toujours surpris ou on passe à côté de plein de choses. Et, euh, je perds le fil, mais en gros, mais parce que ta question était aussi très très riche et et il y a beaucoup de C'est pas un choses à dire. cadeau. Mais en tout cas, ce que j'essaie de trans... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que déjà, j'ai une grande proportion de stagiaires qui sont également en formation dans d'autres techniques et notamment une formation assez riche en psychothérapie qui dure 2 ans. Certains enchaînent sur 2 années de psychanalyse, donc ils ont déjà un espèce de socle à cet endroit-là. Même si je n'ai pas que ça, et pour les autres, bien sûr que je transmets le plus possible les outils hypnotiques, le langage hypnotique et tout ce qu'on sait déjà parfaitement pratiquer quand on est dans ce milieu-là. Mais aussi beaucoup, j'insiste sur cette position entre humains qui, à mon sens, a un pouvoir probablement bien supérieur à l'outil. Être en capacité d'accueillir, de recevoir, en s'étant débarrassé le plus possible de nos instincts projectifs, parce que c'est un peu, et c'est souvent le problème quand je les vois commencer en formation, déjà, rien que ne pas questionner les mots, c'est déjà un problème en soi. Donc, il faut réapprendre tout ça, ne pas projeter quand on vous dit, euh, je me sens pas bien. Ok, mais attends, c'est quoi pas bien? C'est quand? C'est comment? C'est depuis quand? Etc., etc. C'est voilà. Donc déjà, il y a tout ça que j'essaye d'apprendre, enfin, de transmettre. Et puis oui, cette capacité d'accueil, parce que je crois que c'est ce dont les gens ont le plus besoin avant d'avoir besoin d'un outil. C'est d'avoir une présence sécurisante, solide, où ils peuvent venir libérer certaines choses. Et je dis pas que je fais de la psychothérapie, hein. C'est vraiment, faut avoir faut bien comprendre la différence entre la posture que j'essaye de transmettre et d'évoquer, et ensuite l'usage d'un outil de la psychothérapie ou en l'occurrence pour moi plutôt de l'hypnose. Donc voilà. Je vais arrêter cette réponse sans fin. Écoute, à question sans fin, réponse sans fin. Non, non, c'est très clair. En plus, enfin, pour moi, on est au bon endroit. J'ai une question complètement, comment dire, limitée. Je voulais te demander si tu avais partagé la même expérience que moi, à savoir quand tu as dû concevoir tes supports de course, que quelque part, on a pas mal de parallèles dans nos parcours de vie. Moi, je me suis aussi pas mal laissé porter dans mes études en suivant un schéma familial. Et puis, il y a une école d'hypnose qui est venue me solliciter pour être formateur. Et ce qui était mon rêve et qui m'a demandé de concevoir les cours. Donc voilà, il y a pas mal de similarités. Et ce que je voulais vérifier avec toi, c'est est-ce que, encore une fois, on ne veut pas faire de suggestions entre nous, hein, tout à fait, mais en tout cas, moi, voilà, je vais le dire comme ça, quand j'ai conçu, quand j'ai dû synthétiser ma pratique, prendre du recul, filtrer, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas, parce que c'est des cursus assez courts finalement, et donc choisir euh, les enjeux techniques, surtout si tu veux laisser un peu de place au cadre et à la posture. Tu vas nous dire peut-être combien de temps sont tes modules, mais voilà. Euh, Moi, j'ai vécu un gap, une transformation de ma pratique au moment où je suis devenu formateur.
On dit quoi, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement, ou si on veut vraiment maîtriser quelque chose, il faut le transmettre à quelqu'un d'autre ou être capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Il y a voilà, tous ces dictons, entre guillemets. Tu confirmes que le fait de te positionner à un endroit où tu transmets, tu as vécu aussi une modification sur ta pratique? Oui, oui, je pense que ça peut pas être anodin de devoir justement ce que j'expliquais tout à l'heure, décortiquer ces automatismes pour les rendre transmissibles. Donc forcément, ça met en lumière certaines choses, même si je crois que c'est arrivé à un moment donné, cette proposition dans mon parcours, où j'avais déjà fait un formidable sur tout ce que j'avais pu voir en formation, et il y avait tellement de choses qui, à un moment donné, m'ont semblé juste être du remplissage, et que c'était, à mon sens, des choses qui n'avaient pas leur place ou qui n'avaient pas de sens particulier dans ma façon de pratiquer. Encore une fois, il n'y a pas de jugement sur la qualité de la formation, et je crois vraiment que l'Arche reste une super école. En tout cas, à l'époque où on y a été, c'était quand même ce qui se faisait de mieux. Mais j'avais beaucoup déjà, il y a 3 ans, pris de distance avec pas mal de choses. Donc, j'ai vraiment construit mes modules de formation avec l'essence même de ce que j'employais, avec effectivement cette particularité que la formation étant à 80% en distanciel, on est sur 10 mois de formation avec un cours de 2 heures hebdomadaires, ce qui laisse quand même pas mal d'espace pour faire de la théorie et aussi, heureusement maintenant avec les outils comme Zoom, des petits espaces de pratique malgré tout en distanciel. Et ensuite, on a 2 regroupements de 3 jours de pratique intensive. Mais bon, pour en revenir à ta question, je crois que ça m'a permis peut-être d'aller encore plus loin dans le dénuement de ma pratique. Je me souviens d'une époque, alors j'essaie de me rappeler si c'est concomitant avec le début des formations, mais je me souviens d'une époque où je me cassais un peu la tête en tant que praticien en me disant, ah, ça fait la 4e fois que je vois ce client, par exemple. Il faut que j'amène de la nouveauté dans mon induction pour pas que ça soit toujours pareil, etc. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était très secondaire et que ce qui compte, c'est que ça fonctionne, quoi. Donc, s'il y a de la réite sur l'introduction de séance, c'est pas dramatique. Ça peut même être vertueux, ça fait une forme d'ancrage, et si après la Hum, personne a envie de s'approprier les outils, c'est plus facile. Moi, je fais hum, beaucoup les mains miroirs, c'est plus facile que la hum, personne s'autorise à tester les mains miroirs par elle-même si on l'a déjà fait 3, 4 fois ensemble. Voire, moi, j'ai tendance à faire un fractionnement, donc à le faire au moins 2 fois par séance. hum, D'ailleurs, est-ce que, tu vois, c'est une question un peu spécifique, mais j'aime bien aussi qu'on s'autorise, voilà, un peu d'impro et se laisser guider par la conversation telle qu'elle se déroule. Euh, Moi, je me suis rendu compte, notamment à ce moment-là où j'ai dû concevoir mon support de cours, que effectivement, j'avais pas mal élagué, et donc, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel. Et il y a des choses que je faisais pas, et en me rappelant qu'on me les avait enseignées, je me suis demandé si c'était pas intéressant. Et en tout cas, ça des éléments tellement fondamentaux à l'hypnose, je pense au fractionnement en particulier, que je me suis dit, zut, je pense que je peux pas ne pas enseigner le fractionnement, mais je me rends compte que j'en fais pas. Et hum, donc, j'ai fait du fractionnement pendant 2 mois sans arrêt. Et en fait, hum. la surprise, parce que fractionnement, c'est un peu désagréable, quoi. Quand tu commences à rentrer en Ouais. hypnose, t'as pas trop envie d'en ressortir. On sait que le désagrément d'en ressortir pour y re-rentrer fait que souvent tu retombes plus profondément. Et Hum, d'ailleurs, j'ai mis longtemps à capter ma toute première cliente professionnelle. Quand elle est sortie d'hypnose, elle a mis un quart d'heure à sortir d'hypnose. J'ai dû la menacer de plus jamais pouvoir y retourner si jamais elle ne ressortait pas d'hypnose. Et c'est là qu'elle m'a dit incroyable, parce que pendant toute la séance, je savais où j'étais, je savais ce que tu faisais, une personne on se tutoyait, donc j'avais pas l'impression d'être en hypnose. C'est au moment de ressortir que je me suis rendu compte que j'y étais. Et tu vois, j'avais pas tiré l'enseignement de me dire, tiens, si ça tu le fais plus tôt, au moins tu t'évacues. Il se trouve que la personne, elle venait des enjeux de fertilité, elle est tombée enceinte un mois après, alors que ça faisait 3 ans et demi qu'elle était en PMA. Donc, encore une fois, cool. euh, Hum, à savoir les liens exacts, mais en tout cas, la séance a hum, été satisfaisante, même malgré ce vécu questionnable pour la personne hum. pendant la séance. Donc moi, je sais que je me suis mis à faire du fractionnement à cause de la formation. Est-ce qu'il y a comme ça, toi, des outils que tu as redécouverts dans ce cadre-là, ou pas tant que ça? Oui, bah,
comme on a le temps, et puis qu'en plus de ça, là, cette année, j'ai lancé un troisième cursus qui s'appelle communication thérapeutique et hypnose conversationnelle. J'ai remis mon nez dans mes cours de conversationnel, et là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de choses que j'avais mis de côté et que finalement, je me réapproprie en même temps que je les enseigne. Donc sur cet aspect-là, oui, beaucoup. Et puis, ouais, et puis aussi des petites techniques de questionnement, des choses. Mais je crois que c'est assez cyclique finalement, qu'on ait fait qu'on fasse de la formation ou pas. Je crois que en tant que praticien, on va avoir des périodes où on va avoir un peu notre marotte, où on va tester des trucs, et puis après on passe à autre chose, on oublie, puis tout d'un coup il y a un cas client qui nous remémore, et du coup on se remet dans un truc. Moi je sais que, et ça du coup j'en parlais tout à l'heure, c'est un truc que Laurent Bertin nous a transmis à tous ceux qui étaient là. La question de en quoi c'est un problème, enfin je veux dire c'est des trucs que j'avais utilisés beaucoup et que j'ai plus utilisé et que de fait maintenant que je l'enseigne, je le réutilise et c'est d'une telle puissance que moi, je trouve ça extraordinaire. Génial, en plus, merci, parce que ce que j'aime bien dans ces entretiens, c'est que voilà, on puisse avoir un peu de hauteur de vue, de vision stratégique, mais s'il y a aussi des petites pépites comme ça, tiens, la question en quoi c'est un problème, bah voilà, si les auditeurs, auditrices peuvent venir aussi piocher. Du coup, si tu me laisses un instant, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on va répéter avec malice et un peu avec tact, hein, pour pas que ça soit trop lourd et trop agaçant. On va répéter cette question. Et ça, en quoi c'est un problème? Et finalement, c'est un peu la technique de l'oignon, c'est-à-dire qu'à force, les personnes sont obligées d'aller voir ce qu'il y a derrière, ce qui semble être un problème et qui finalement n'est pas le problème, jusqu'au moment où il y a le cœur nucléaire, on va dire, de la problématique. Et si vous travaillez à cet endroit-là, généralement, vous faites tomber tout un tas de symptômes périphériques dont on vous avait fait la liste en amont de séance, mais on arrive au cœur du truc qui maintient tout ça et c'est extraordinaire. Ouais. Mm. Génial. J'ai l'impression que plus c'est concret, plus c'est facile vraiment de se faire une représentation. Si en quelques secondes, tu nous donnes un exemple voilà, d'une demande initiale, et puis tu peux nous imaginer comme ça quelques étages de en Ouais. quoi c'est un problème pour arriver au cœur du réacteur. Oui, bah, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui vient vous voir en vous disant je viens parce que je j'arrive pas à prendre la parole en public. Bon, ok. En soi, admettons que c'est toi, Adrien, en quoi c'est un problème que tu n'arrives pas à prendre la parole en public? Bah, du coup, j'arrive pas à déployer mon activité professionnelle comme j'aimerais. Ok? Et du coup, en quoi ça serait un problème pour toi de pas pouvoir atteindre tes objectifs professionnels? Bah, du coup, si j'arrive pas à atteindre mes objectifs professionnels, je me sens pas bien. Bah, alors, ça veut dire quoi, pas bien? Bah, je me sens triste. Ok? Et c'est quoi cette tristesse? Bah, alors là, je suis déjà presque en train de lancer la thérapie puisque je ferai probablement un pont d'affect en partant de là. Mais si on revient sur en quoi c'est un problème au départ, sur le fait de, voilà, j'arrive pas à développer mon activité professionnelle, et si tu n'arrives pas à développer ton activité professionnelle, en quoi c'est un problème? Eh ben, j'ai peur que les gens me jugent mal. Ok, les gens, c'est qui? Mon père. Ok, et en quoi c'est un problème si ton père te juge mal par rapport à ton développement professionnel? Bah, je vais le décevoir. Ok, et en quoi c'est un problème si tu le déçois? Et ça peut être infini en fait. On arrête le questionnement à partir du moment où on voit émerger une émotion euh, qui est pour moi un témoin de vérité à ce moment-là. Et c'est avec cette émotion-là qu'on va travailler après avec l'hypnose. Merci, super. C'est vrai que les émotions, c'est quand même c'est un cadeau, c'est une voie royale vers l'hypnose probablement, en tout cas vers l'accès aux mécanismes inconscients, puisque par définition, les émotions, c'est quelque chose qui nous arrive et pas quelque chose qu'on décide volontairement. Donc c'est vrai que quand il y a une émotion, c'est quand même une sacrée expression de l'inconscient, ou en tout cas des automatismes intérieurs. Je, je suis assez curieux, justement, parce que je te connais un peu et ta finesse et l'exigence qui est la tienne dans la transmission, et aussi parce que tu transmets donc à des groupes un peu mixtes.
donc Mm. des gens qui sont peut-être en formation pour être psychothérapeutes, donc qui vont avoir le cadre de la psychothérapie. Et on sait que quand il y a un cadre d'accompagnement déjà pensé, venir y introduire l'hypnose, en général, c'est assez fluide. Moi, j'ai plutôt formé des gens qui étaient en reconversion, donc des gens qui venaient pas du tout du monde de l'accompagnement. Euh, Ce qui va nous amener sur aussi les questions de qu'est-ce que tu fais? Et tu l'as un peu dit à demi-mot, on ne fait pas de la psychothérapie, on n'est pas psychothérapeute, le terme est réglementé, il faut être attentif à ça. Pour autant, plus j'avance dans ces entretiens, plus je me rends compte qu'il y a peu de personnes qui me disent, moi, mon job, c'est hypnotiste, dans le sens où je fais de l'hypnose, et mon seul job, c'est de mettre la personne en transe, et dans la transe, d'espérer ou de suggérer que la résilience naturelle de la personne se réactive ou se fluidifie. Euh, et donc c'est vrai que voilà, c'est pas une question facile et je me rends compte qu'en plus aujourd'hui je te fais des questions peut-être que je suis pas sympa, parce que comme on se connaît un peu par ailleurs, je te balance les patates chaudes, mais c'est pas la patate, je te balance le plat quoi. Euh, donc des questions qui sont assez vastes, mais effectivement distinguo entre pratiquer l'hypnose outil et l'hypnose comme un facilitateur d'accompagnement psychothérapeutique, tout en étant attentif aux frontières, parce qu'on n'est pas psy, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute. Quels sont peut-être les points de repère ou les grandes questions que toi, tu as en tête Mm. pour aider les gens à clarifier justement leur pratique à cet endroit-là? Alors, il y a plein de choses qui me viennent quand je t'écoute. J'espère ne rien oublier dans ma réponse. Déjà, pour moi, je crois que quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est difficile de considérer qu'on ne fait pas de la psychothérapie. Après, est-ce qu'on fait de la psychothérapie analytique? Est-ce qu'on fait de la psychothérapie comportementale, etc.? Ça, c'est un autre sujet. Mais on ne peut pas dire qu'on fait de l'accompagnement, et encore une fois, ça m'appartient, mais je crois qu'on ne peut pas dire qu'on fait de l'accompagnement mais qu'on ne fait pas de la psychothérapie. Je pense que ça, c'est se mentir à soi-même, parce que la simple terminologie psychothérapie, c'est de la thérapie de l'esprit. Donc, soit effectivement, on a ce cadre de dire, bah moi, je suis juste là pour vous mettre en état de transe, et après, je dis plus rien, on voit ce qui se passe, vous ressortez dans une demi-heure. Moi, j'ai rien dit entre-temps. Et là, on va dire qu'on est juste un facilitateur de transe. On n'est donc pas, on est un accompagnant à la transe, mais on n'est pas un accompagnant tout court. Mais après, à partir du moment où on aide les gens à décortiquer leurs problématiques, à peut-être amener de l'information là où il faut pour qu'il y ait un changement, j'ai du mal à considérer qu'on fasse pas à ce moment-là de la psychothérapie. Et donc, il y a une espèce de flou là-dedans de dire on fait de l'hypnose, mais du coup, on fait pas de la psychothérapie. Oui, mais en fait, ce qu'on fait pas, c'est on n'utilise pas les schémas de lecture, par exemple, de la psychanalyse freudienne ou de tel et tel outil. Après, c'est juste des histoires de théorisation en réalité. Et du coup, on est dans une approche théorique plutôt constructiviste et souvent aussi une forme de TCC, thérapie cognitivo-comportementale, un petit peu accélérée par la transe et par l'état hypnotique. Alors, donc du coup, après, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est que ça va dépendre de chaque praticien, à mon Bien sens, sûr, oui, oui, bien sûr. en utilisant l'hypnose. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et j'admire, et je crois qu'on partage cette admiration, le travail de Jordan Véro, mais c'est aux antipodes de ma façon de travailler. Et j'aimerais bien pouvoir travailler comme il le fait, mais j'ai pas du tout cette approche-là. Moi, ma croyance initiale de base, c'est que, grosso modo, au moment de la naissance, on n'a à peu près pas de problème et que tout le reste, c'est le fruit d'apprentissage. On a un cerveau qui a des capacités d'apprentissage phénoménaux, surtout dans les 6 premières années de notre vie. Et notamment, il y a des études qui ont montré que les enfants ont beaucoup de phases de fréquences cérébrales type hypnotique, hein, les ondes θ, parce que c'est un moment de notre vie où on doit apprendre à être autonome finalement. Si on vivait dans une savane à 6 ans, 7 ans, grosso modo, hein, là, à partir du moment où il y a l'âge de raison qui apparaît, on est censé être autonome. Donc, pour moi, il y a des événements de vie qui sont pas forcément des traumatismes, et ça c'est très important de le comprendre. C'est pas parce que on n'a pas été violenté, violé ou des choses vraiment qui sont saisissantes qu'on va pas développer des déviances de fonctionnement.
ce qu'on appelle communément des névroses, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est le truc que je transmets en psycho, pédagogie à mes clients. Je leur explique ça. Et du coup, ça ouvre la porte à la possibilité que ça soit différent. Parce que si j'ai appris ce problème-là, ou à développer ce problème-là, probablement qu'à un moment donné, je peux amener euh, soit un vécu émotionnel, soit une forme d'information à certains endroits stratégiques pour désapprendre ce qui m'a posé problème à un moment, pas ce qui m'a posé problème, mais ce qui est le point de départ du développement de ma problématique. J'espère que je suis assez clair là-dessus. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'émotion et que pour moi, l'émotion est fondamentale. Déjà parce que, comme tu l'as dit, c'est un cadeau. Une émotion qui émerge devant un inconnu que nous sommes pour les clients la plupart du temps, c'est une preuve de confiance et c'est à accueillir avec beaucoup de gratitude. Mais c'est aussi un témoin de vérité parce qu'une émotion, généralement, ça ment pas. Que c'est une émergence inconsciente et que c'est déjà en soi un état de conscience modifié quand l'émotion émerge, l'état de conscience est en train de se modifier à ce moment-là. Donc moi, souvent, je saute sur l'opportunité pour induire une transe, mais ça, c'est un autre sujet. Et je me rappelle sans cesse les mots justement de Pierre Alain que j'ai cités tout à l'heure, qui disait une séance sans émotion, c'est pas une séance. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc c'est vrai que je vais toujours chercher une émotion à un moment donné par mon questionnement. Et donc, encore une fois, c'est à tiroir et on part dans tous les sens. Tu me posais la question du cadre et qu'est-ce que je peux transmettre aux gens pour essayer de rester dans les clous. Bah, rester dans les clous, déjà, c'est de pas faire de diagnostic, ça c'est le numéro un. C'est surtout d'être capable de savoir où est sa limite, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir suffisamment de prise de distance avec la situation pour dire là, je ne peux pas, ou alors si je peux, il faut que ça soit en partenariat avec un autre professionnel, cette fois de santé, c'est-à-dire un psychiatre. Et, euh, et forcément, moi je suis cet exemple-là, si on n'a pas la pression financière au même titre qu'on qu'on peut l'avoir quand on n'a que ça pour que cette activité-là, bah forcément ça permet d'assouplir tout ça parce que du coup on se sent pas obligé d'y aller coûte que coûte pour faire vivre sa famille quoi. Et ça c'est important d'avoir cette lucidité en fait de dire voilà moi je peux être un accompagnant parmi tant d'autres ou je peux peut-être être le seul. C'est surtout ça que j'essaie d'enseigner avec de fait avec beaucoup de psychoéducation. Génial, on va probablement revenir dessus. À nouveau, je te prends un peu, comment dire, au dépourvu. En tout cas, c'est pas quelque chose de préparé, donc sens-toi libre de, voilà, de pouvoir répondre ou de pouvoir aussi ne pas avoir d'infos. Mais euh, quels sont les points de repère que tu utilises pour toi, peut-être, et que tu encourages tes stagiaires à développer, justement, pour estimer? Alors, on a tous des parcours de vie différents et des formations différentes. Depuis des gens qui sont, que tu formes, enfin, qui sont dans un cursus pour être psychothérapeute et qui, a priori, ont déjà un cadre, une formation en psychopathologie, etc. Et des gens qui sont, voilà, qui n'ont pas toutes ces tout cet enracinement, on va dire. Quels sont les points de repère justement pour pouvoir mieux estimer? Est-ce que je suis la bonne personne pour recevoir cette demande? Est-ce que je peux le faire tout seul? Est-ce que je peux le faire accompagné dans une forme de constellation thérapeutique avec notamment un médecin psychiatre? Ou est-ce que carrément, là, il vaut mieux que je passe la main à quelqu'un d'autre? Voir. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment on passe la main pour que le fait de passer la main soit pas je te mets la tête sous l'eau, t'es un cas trop grave, personne peut t'aider, surtout pas moi, mais au Bien sûr. contraire, Hmm. je connais quelqu'un d'excellent qui va être bien mieux équipé, qui connaît très bien ce genre d'enjeu et je préfère que vous travailliez avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience pour vous Hmm. accompagner. Alors, déjà, avant d'avoir des balises concrètes, factuelles du quotidien du cabinet, je pense que le premier message que je transmets, c'est ne faites pas d'accompagnement si vous vous faites pas accompagner vous-même. C'est-à-dire que plus on se connaît intimement, intérieurement, plus on est capable de détecter ces automatismes inconscients, et moins on va être dans une forme de projection, et plus on est en capacité d'avoir de la hauteur sur des situations. Ce qui va aussi permettre, d'une certaine façon,
de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la projection et de l'ordre de l'intuition. Et je pense que pour les rares fois où ça m'est arrivé, parce que je veux aussi rassurer sur ça, mais pour les rares fois où ça m'est arrivé, euh, quand on croise le chemin de quelqu'un qui a priori est dans des troubles psychotiques qui nécessitent absolument une prise en charge médicale bien au-delà de ce qu'on est en capacité de faire, il y a un truc à l'intérieur qui nous le fait savoir. Alors, je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde, et c'est pour ça que je crois que le préalable, c'est ce fameux travail sur soi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est fondamental. Travail sur soi, c'est bien sûr faire de la psychothérapie, faire tout ce qu'on veut, mais pas dans l'idée d'aller changer un truc. Vraiment dans l'idée d'aller se décortiquer, de se comprendre quand on a une réaction soi-même émotionnelle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont mes enjeux personnels? Parce que moins on va mettre de ça dans notre accompagnement, plus à mon sens on va être efficace, mais en plus de ça, on va avoir cette capacité à se décoller un peu du couple thérapeutique pour amener comme une tierce personne qui observe ça de l'extérieur et qui dit là, il y a un truc qui marche pas. Ou là, il y a ce que donc pour les théories freudiennes, là, il y a une espèce de transfert ou de contre-transfert qui est en train de se faire. Il faut être capable de repérer ce genre de choses parce que ça change complètement la dynamique finalement de la relation et de la thérapie. Donc ça, c'est pour moi le socle, vraiment le point de départ. Et après, je voulais rassurer dans l'idée et dans le sens que en général, et je pense il faudrait faire des études et un sondage, mais des gens qui ont vraiment une vraie problématique psychotique, non équilibrée, non pris en charge, sont très rarement demandeurs de prise en charge, déjà de base, et encore moins de prise en charge dans nos cabinets. Moi, sur plus de 10 ans de pratique, j'ai dû avoir deux ou trois cas, un qui était stabilisé avec traitement et pour autant, par mesure de précaution, j'ai dit, bah, je suis sincèrement désolé, mais je ne pourrai pas vous accompagner parce que il est hors de question que je vous fasse prendre le moindre risque. Et je dis pas que l'hypnose n'est pas compatible avec votre état. Je dis simplement que moi, je ne prendrai pas ce risque pour vous. Par contre, si vous voulez absolument, parce que vous pensez que c'est l'outil qu'il vous faut, faire de l'hypnose, eh bien, simplement, on va chercher ensemble un psychiatre formé à l'hypnose. Alors, on a la chance d'être en Île-de-France. Il y en a malgré tout pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, l'idée, elle est plutôt dans cette précaution-là. Après, des non diagnostiqués, non déclarés, j'ai même pas de souvenir en fait d'en avoir eu. On m'avait demandé justement quand j'ai intégré le FPP pour faire ma formation d'intervenir une présentation pour présenter l'hypnose et le thème du colloque c'était les états limites. Alors autant dire que bon, il a fallu que je me documente. J'ai fait pas mal de recherches. Et en soi, bon, sur les cas d'état limite, il n'y a pas vraiment de risque, si ce n'est que ça marche pas en fait. Le travail ne tient pas sur le long terme parce que c'est des profils qui ont tendance souvent à déconstruire la thérapie. Donc bon, voilà. Après, à partir du moment où on n'est pas tête brûlée, à mon sens, hein, qu'on n'est pas tête brûlée, qu'on a conscience de soi, qu'on est capable de prendre de la distance, qu'on est capable de faire appel à un superviseur et surtout, ça pour moi c'est le plus important, qu'on ne projette rien, jamais, ou en tout cas le moins possible, parce que le jamais c'est pas possible, mais qu'on est tout le temps en train de se questionner de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre dans l'interprétation que je suis en train d'en faire. Normalement, on est plutôt safe. Voilà, c'est mon avis. Super, tu me fais faire un lien. En plus, je suis content. Comme quoi, c'était une discussion Facebook qui aurait pu mal tourner. Une personne qui intervenait et puis qui donnait son avis. Alors, il y avait une personne sur un groupe qui présentait une situation clinique. Et puis, la personne dont je vais parler, elle dit bah, fais ci, traite le trauma d'abord. Et puis ensuite, il se passera autre chose. Et donc, je l'ai un peu interpellé en mode bah, vu la situation, dans le fond, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Par contre, j'aurais été un peu moins assertif. Voilà, il y a eu tout un échange. Mais justement très respectueux et courtois. Et du coup, elle m'a
une personne qui a l'air d'être, c'est une formatrice aussi en hypnose et en psychothérapie, et du coup qui va intervenir sur le podcast. Et elle m'a permis d'apprendre un truc, c'est que ce que nous on appelle projection, c'est pas tout à fait la définition qu'on retrouve. Donc j'ai appris ça il y a 2 semaines, tu vois, après 15 ans de pratique, quasiment. C'est pas tout à fait la définition, en tout cas psychologique de la projection. La projection, dans le cadre psychologique pur, on va dire, c'est le fait d'attribuer à l'autre nos ressentis et nos expériences émotionnelles. Hmm. C'est De toi, lui toi, donner tu la ressens de l'agressivité. responsabilité, Bah, toi, c'est tu es ça? plus, tu ressens de l'agressivité et tu vas trouver que l'autre est agressif Ah oui, ok. et te Ok. plaindre, enfin, entre guillemets. Donc, c'est plus restreint que l'idée qu'on plaque sur le vécu de l'autre une interprétation de notre propre vécu, ce qui est, Ouh. nous, notre acceptation telle que je l'avais jusque-là. Donc, comme Ouais, quoi, oui. voilà, il est Non, jamais bah, temps de c'est continuer intéressant. d'avancer. Mais peut-être que les deux peuvent coexister, Euh, les deux oui. interprétations du mot. Oui. Tout à fait. Mais c'est juste que se dire, ah tiens, il m'explique ça, donc je pense que ça, c'est un bon chemin thérapeutique. Bon, ça, c'est plus de la stratégie, mais ah, parce qu'il dit ça, il a vécu ça, Hmm. c'est pas de la projection dans le sens rigoriste du terme. Hmm. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, du coup, je fais aussi confiance à mes intuitions. Je trouve qu'il y a un enjeu de cadre qui paraît assez anodin, mais qui peut être une porte d'entrée finalement assez riche, le nombre de séances. Je me Hmm. rappelle qu'à l'époque, on s'est formé un peu à la même époque. On revoit Hmm. Kevin Finel, quoi. On salue au passage. Et oui, bon, entre 3 et 5 séances. Mais en fait, c'est difficilement tenable comme discours entre 3 et 5 séances, même si la plupart de nos clients ne se posent pas cette question. Il y a des gens qui viennent avec la croyance que l'hypnose, c'est magique et qu'en une séance, ils vont tout faire. Parfois, c'est se mettre une pression excessive et c'est s'empêcher de faire un vrai travail de fond. Mais ce serait dommage, et je rends aussi hommage à Jordan Véro, pour le coup, dans sa rigueur, justement, de se retenir, d'imposer à nos clients nos croyances. Qui est-on, nous, pour savoir ce que la personne peut faire en une séance? C'est très prétentieux de penser qu'il en faudrait plus, même Hmm. si ça pourrait être statistiquement plutôt raisonnable, tu vois. Toi, quel est ton positionnement aujourd'hui? Est-ce que tu reçois des clients en séance unique? Est-ce que tu as déjà t'as un cadre préétabli? Ou quel est ton discours ou le discours que tu encourages tes stagiaires à avoir, justement, vis-à-vis de leurs clients quand il y a cette demande de la durée de l'accompagnement? Ah, c'est marrant parce que j'en parlais dans mon cours de ce matin, Mais non. justement. Donc, c'est tout à fait une synchronicité intéressante. Alors, déjà, ce que je dis, c'est que, il faut jamais répondre à la question, j'en ai pour combien de séances, monsieur? Parce qu'effectivement, comme tu l'as parfaitement dit, je partage cette croyance. On est qui pour le savoir? Pour le coup, on n'est pas des médecins. On n'est pas capable de dire, bah, il vous faut tant d'opérations pour réparer votre jambe cassée. C'est pas le cas. On n'en est pas là. Chaque humain est totalement unique et on est en totale incapacité d'évaluer ce qu'il va être capable de faire lors d'une séance. Et par contre, effectivement, l'idée, c'est pas non plus d'invalider l'attente et la croyance possible d'une séance formidable et unique qui pourrait changer une vie, parce que même si, bon, avec l'expérience, on sait que ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais ça arrive, il y a des séances extraordinaires. Alors non pas forcément dans le contenu, mais en tout cas dans ses effets qui vont littéralement changer la vie de quelqu'un. Et donc pourquoi on va lui dire, bah, d'office, non, il vous en faudra trois, alors que... Et donc du coup, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et donc, c'est vrai que je me suis longtemps questionné de comment aborder ça. Donc, bah, souvent, j'aime bien employer un peu la dérision et l'humour dans mes débuts d'accompagnement pour créer du climat. Et je retourne très souvent les questions. Donc, en l'occurrence, je dis, bah, moi, j'en sais rien, mais vous, combien de séances il vous faut? Donc, souvent, ça permet de détendre un peu l'attente parce que c'est en retournant la question que la personne se rend compte un peu de l'absurdité de la question, comme s'ils étaient un véhicule à qui il faut qu'on change un carbu, quoi. Ils se rendent bien compte que c'est pas comme ça que ça marche. Et surtout, c'est moins maintenant, je l'utilise moins maintenant, mais j'avais mis en place pendant très longtemps une stratégie d'évitement qui a été parfaitement efficace. Et donc, comme tu aimes les petits outils pour les auditeurs, je vais vous le donner. En fait, dans mon cadre d'accompagnement, j'expliquais, c'est que comme il est impossible de répondre à la question, et je me souviens aussi que c'était difficile pour moi à un moment donné de reproposer un rendez-vous parce que j'osais pas et parce qu'aussi je voulais pas distiller l'idée que c'était nécessaire.
Donc dès le début, dans mon cadre d'accompagnement, je disais, bah voilà, je travaille comme ci, comme ça, et donc par rapport à la régularité, etc., pour les rendez-vous, je finis toujours mes accompagnements par une séance qui sera uniquement dédiée à vous transmettre des outils d'auto-hypnose, parce que l'hypnose, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser aussi de façon autonome ou avec vos enfants, etc. Donc on finira, quoi qu'il arrive, notre travail ensemble, notre collaboration par une séance comme ça. Donc j'avais créé une séance type où j'apprenais deux, trois inductions, etc. Et donc de fait, à chaque fois, on reprenait un rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, la personne venait en me disant, bah, on continue le travail ou je viens faire ma séance de clôture d'auto-hypnose. Voilà. Donc je vous invite à tester. Génial. Et t'en parles au passé, c'est quelque chose que tu fais plus du coup? T'es rendu à quoi par rapport à ça? Non. Moi, ce que je peux Ouais, transmettre, c'est que quand je pré-réserve un accompagnement, ce que je fais maintenant, là, depuis quelques années maintenant, c'est que je propose de pré-réserver 3 séances. L'idée, c'est pas qu'il faille faire les 3 séances. Si tout est absolu dès les premières séances, c'est très bien. D'ailleurs, ça me permet de caler que s'il y a besoin d'annuler, je demande 48 heures à l'avance. Je fais une petite blague sur le fait de personne n'a envie de payer des séances qui ne sont pas réalisées. Et aussi, j'ouvre, parce que parfois, il peut y avoir besoin de plus de 3 séances. C'est juste que de les pré-réserver, ça permet de bien maîtriser le timing de ces séances et de rester dans un timing qui laisse à la fois suffisamment de temps aux séances d'infuser, de vérifier dans la vraie vie les résultats, et en même temps de rester suffisamment rapproché pour rester dans une dynamique. Si jamais il y a des gens qui m'écoutent, c'est peut-être des choses que j'ai déjà dites. En tout cas, là, je récite un peu un script hein, que j'ai écrit et récité. Tu nous parles pas du biais d'engagement là quand même. Ben, justement, j'essaie de le limiter. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est le but, c'est de les avoir si vous en avez besoin. Et évidemment, moi, plus tôt les gens sont satisfaits, mieux je me porte aussi. Euh, du coup, aujourd'hui, tu as l'air d'avoir un peu changé ton approche. Oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression avec le temps, avec la bouteille, d'un peu mieux maîtriser peut-être ces éléments-là. Et puis je laisse aussi un peu plus d'espace, mais c'est sûrement qu'une période, un passage. Peut-être que je reviendrai à un moment donné sur autre chose, mais en ce moment, j'aime bien laisser cet espace un peu de liberté. Les gens, bizarrement, me posent beaucoup moins la question. Aussi parce que je crois, et ça on n'en a pas parlé, mais ça se vérifie, euh, on reste des thérapeutes uniques et on a tendance à recevoir un peu les clients, entre guillemets, qui nous conviennent, ou en tout cas qui nous ressemblent. Le bouche à oreille aujourd'hui, plus les avis, etc., présentent indirectement le type d'accompagnement que je fais. Et c'est vrai que j'ai l'impression de me détacher de plus en plus d'un truc très, très protocolaire, très inspiré, tu vois, TCC, cadre, etc. Et en fait, voilà, les gens, ils viennent 3, 4 séances, après je les vois plus pendant 3 ans, puis ils reviennent une fois, deux fois, et voilà, c'est un peu libre comme ça. Donc pour l'instant, voilà, je suis un peu plus parti sur ça. Et ça me va bien, ça a l'air de leur convenir aussi, mais c'est plus trop un sujet pour moi, en fait. Peut-être que tu as aussi gagné en expérience, en bouteille, donc, du coup en lucidité, pour pouvoir. Et d'ailleurs, ça mériterait peut-être, moi, c'est je suis dans ma période script hein, depuis quelques années, donc mais Ouais. Et puis ça me la passe rencontre avec Bob. Ouais, c'est ça. Moi, ça commence à durer maintenant. Mais c'est qu'il y avait beaucoup de choses à scripter. De pouvoir en tout cas analyser la structure de la personne, de ses enjeux, pour être plus à même de... Effectivement, il y a des personnes, tu les laisses libres et c'est exactement ce dont elles ont besoin. Je me rappelle que j'ai eu la chance de faire une séance avec François Roustan avant qu'il décède. Et en fait, intéressante la séance, très roustancienne, je sais pas si ça se dit, enfin, très, très épurée, on va dire. Je me suis Hmm. demandé ce que ça aurait donné pour quelqu'un qui connaissait pas l'hypnose. Mais comme il disait, au bout d'un moment, avec la notoriété, les gens ils viennent et ils demandent surtout un coup de tampon sur leur changement plutôt qu'un vrai travail thérapeutique. Hmm. Tout ça pour dire qu'à la fin, j'ai dit, bon, bah, et pour la suite, et il m'a regardé comme ça a dû faire partie des 10 mots qu'il a dit dans la séance. Il m'a dit, pas de programme. Sauf qu'en fait, moi, je suis sorti de là, pas de programme, et je ne l'ai pas recontacté, on s'est jamais revu. Et en vrai, je pense que j'aurais eu besoin d'un accompagnement plus soutenu à l'époque, Hmm. d'avoir une espèce d'engagement justement Hmm. dans le changement, plutôt que de venir faire une petite séance à gauche, une petite séance à droite. Donc voilà, je projette sur toi dans le sens à l'ancienne. C'est-à-dire, je me fais l'idée que
as dû développer une finesse qui a dû devenir un peu plus intuitive si tu sens que la personne a besoin d'être plus tenue par la main, bah, c'est probablement quelque chose que tu vas plutôt encourager versus si tu sens que la liberté, c'est ce qui est le plus adapté pour la personne, voilà, d'aller plus vers ça, quoi. En fait, la réponse à ça, c'est libre dans le cadre, mais c'est chaleureux dans la forme. À l'inverse de Roustan, je suis très présent dans les séances, avec bien évidemment la distance et les temps, par exemple, de silence qui sont fondamentaux, etc. Mais il y a une vraie, je crois en tout cas, et je pense que les gens le vivent comme ça, il y a une vraie chaleur humaine, il y a une vraie présence, il y a la vraie sensation que ils peuvent s'appuyer sur moi. Et donc, le cadre est très libre, mais en même temps, il y a cette proximité qui fait que ils vont pas hésiter si ils le sentent de revenir, tu vois. Et très souvent d'ailleurs, sans qu'on ait abordé hein, l'histoire du nombre de séances, bah, ils le sentent. Et à la fin de la séance 1, ils prennent un rendez-vous pour la séance 2, et puis la séance 3, puis un jour, ils prennent pas le rendez-vous ou ils l'annulent, et puis c'est OK. Et puis je les revois plus tard ou je les revois jamais, et c'est OK. Excellent. J'aimerais que tu nous parles après du super boulot que tu as fait là sur ton livre. Puis du coup, il y en a un prochain qui va sortir. Alors je me méfie parce que moi, mon timing de parution du podcast est une forme de flexibilité. On verra ça. Euh, Avant que tu nous parles un peu donc du processus de production de cet ouvrage, puis peut-être d'autres éléments qui peuvent intéresser nos auditeurs, auditrices sur les enjeux d'accompagnement du sevrage tabagique. euh, Toujours dans l'idée d'apporter un maximum de pépites aux gens qui nous écoutent. Toi, tu nous en as déjà donné plein, donc peut-être qu'on peut répondre assez vite ou passer à autre chose assez vite. Mais s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, euh, tout en acceptant le fait qu'il y a aussi une temporalité qui est un peu incompressible, hein, voilà, il y a des phases, on doit passer par des moments de travail, de digestion, d'expérimentation, de mise à jour, etc. Avec le recul, s'il y a ouais, quelques apprentissages ou quelques postures ou peut-être même un livre, tu vois, euh, qui, qui, qui t'aurait permis d'être encore plus efficace dans ton développement en tant qu'accompagnant. Autrement dit, je pense à des gens qui sont soit en train de se former ou des gens qui sont peut-être en début de pratique. Euh, ouais, s'il y avait un ou deux éléments où tu dis, tiens, ça, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait probablement facilité la vie, quelque chose de cet ordre-là. Oui, alors je vais commencer par ce à quoi je vais pas pouvoir répondre, c'est-à-dire des références, tout simplement parce que j'ai une mémoire très sélective et très paresseuse et que quand je lis un excellent bouquin, je m'imbibe de ce qui est utile en termes de savoir-être, savoir-faire, etc. Et je ne retiens jamais tout ce qui est factuel, l'information pour l'information. Donc les auteurs, les titres, etc., je ne saurais pas vous aider là-dessus malheureusement, même si j'ai fait quand même une bibliographie pour mes stagiaires. Mais après, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je pense que pour moi, le message le plus important, c'est que quand on fait de l'accompagnement et a fortiori quand on veut faire de l'accompagnement par l'hypnose, bien sûr qu'il faut développer un savoir-faire, c'est-à-dire la technique hypnotique, mais pour moi, le plus important, et c'est difficile parce que finalement, comment faire? C'est développer un savoir-être. Et je pense que il y a des gens qui de base sont faits pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, mais qui ont ce qu'il faut pour le devenir. Il y a peut-être aussi, j'en vois peut-être passer parfois, des gens ben, qui malheureusement, en tout cas au moment où je les croise, n'ont pas ce qu'il faut pour à un moment donné développer ce savoir-être. Parce que, encore une fois, je vais boucler avec le début de l'interview. Ce qu'on offre, c'est une présence. Cette présence, on peut travailler pour qu'elle soit hypnotique d'ailleurs, hein. Mais on offre une présence quand on offre un espace dans le cabinet. Et c'est ça, à mon sens, qui est quand même particulièrement thérapeutique. Donc voilà, développer votre savoir-être. Comment on fait pour développer ce savoir-être? Parce que je pressens ta question. Eh ben, on s'intéresse à plein de choses d'autres que la thérapie. On s'intéresse à plein de choses d'autres que l'hypnose. Moi, je pense que ce qui m'a nourri le plus, c'est ma curiosité. C'est-à-dire, j'ai toujours été curieux de tout. Des fois, ma femme, elle me dit, mais
Comment tu peux discuter pendant 1 heure avec telle personne qui te parle de panneaux solaires, etc. On en a rien à foutre des panneaux solaires, oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai besoin de comprendre, ça m'intéresse, donc je veux savoir comment ça marche, etc. Donc, essayer d'avoir cette curiosité de tout le temps, parce que finalement, c'est en se enrichissant de la vie que on va développer cette capacité à être bien avec n'importe qui et à pouvoir être une caisse de résonance par rapport à ces problématiques. Donc ça, c'est probablement le meilleur conseil, puisque j'ai déjà dit, travaillez sur vous, c'est une évidence. Soyez le plus possible maître, enfin, mettez le plus de lumière possible dans tous les espaces noirs de votre intériorité. Et ça sera déjà un travail au long cours, je crois. C'est le travail d'une vie en réalité. C'est vrai que c'est difficile d'aller sur des... Voilà. Après, c'est des conseils très pratiques que tu nous donnes, mais en même temps, qui méritent une exploration ouais, qui peut être infinie, en tout cas qui peut nécessiter pas mal de temps. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux extrêmes entre, mais tu me diras si tu le mettais dans ce paquet-là, la technique hypnotique, que moi j'assimile plutôt à installer l'état d'hypnose, le savoir-être qui est finalement le cadre dans lequel ça vient se jouer. Et je reviens sur une dimension entre les deux pour moi, qui est plus la stratégie ou les stratégies d'accompagnement. Là encore, voilà, souvent dans les écoles d'hypnose, on nous transmet des stratégies d'accompagnement qui ont été, comment dire, étraînées par d'autres. Je pense la redirection d'histoire de vie pour venir modifier des apprentissages dans le passé, la projection dans le futur. Tout ça, finalement, était d'ailleurs, on retrouve presque le vocable PNL d'ailleurs, puisque l'hypnose a beaucoup été transmise, puisque la PNL est très méthodique, donc c'est pratique à transmettre. Euh, je pense à la ratification, puis les sous-modalités, par exemple, pour accéder à une boule dans le ventre, la transformer, ce genre de choses. À nouveau, ça va dépendre de chacun, de vos intuitions, de votre vision de la vie, etc. Pour autant, pour se muscler en tant que stratège thérapeutique, d'avoir une meilleure capacité à percevoir ce qui se joue chez l'autre et quelle meilleure proposition faire, au-delà de juste trans et laisse ton inconscient bosser pour toi. Le- Peut-être que la question étant plus précise, tu peux nous apporter un ou deux éclairages sur ouais, comment se renforcer, se sécuriser, gagner en efficacité sur le plan de la stratégie thérapeutique. Alors, moi, je pense que l'hypnose, c'est un facilitateur. L'état hypnotique est un facilitateur. D'ailleurs, il y a un nombre incalculable de séances où je vais recevoir des gens qui ont fait, et c'est pas une critique du tout, hein, mais des années de psychothérapie. Donc, la psychothérapie jungienne ou freudienne, c'est-à-dire on va chercher hein, le pourquoi du comment, et qui, grâce à l'état modifié de conscience hypnotique, vont avoir des insights où il ressort de là en disant mais je n'ai jamais pensé à ça, je n'ai jamais parlé de ça, etc., etc. Donc ça c'est pour moi l'agent numéro un de l'hypnose, c'est cette possibilité comme ça d'aller retrouver des mémoires implicites qui sont des leviers fondamentaux pour le changement. Après, c'est aussi un état dans lequel on va avoir des capacités d'apprentissage qui sont décuplées. Il y a eu énormément d'études, notamment sur la visualisation, mais elle est encore plus efficace quand elle est faite dans un état modifié de conscience. Et donc finalement, ça, c'est effectivement pour moi, c'est ce bloc-là de facilitateur et du changement et de la connaissance de soi. Après, comment développer la stratégie thérapeutique à proprement parler? Je crois qu'il faut aller regarder ce qui se fait ailleurs. On peut regarder du côté des... Parce que ça colle bien à l'hypnose, mais de l'analyse transactionnelle, des parts de thérapie, toutes ces choses qui vont finalement amener un langage presque pré-hypnotique, dissociatif, etc., où finalement on va retrouver des endroits où on va pouvoir nous intervenir avec cet état modifié de conscience et donc, c'est sûr qu'il faut s'enrichir aussi un petit peu de tout ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'y pensais et là, je peux en parler. Je conseille vivement, et alors, je n'ai plus le titre, je vous l'ai dit, j'ai très peu de mémoire des infos, mais je conseille vivement de lire un bouquin de Maximilien Bachelard. Je te donnerai la référence complète pour que tu la mettes en dessous, qui parle des approches intégratives. Et pour moi, ça reste le Graal, c'est-à-dire cette
capacité à être un équilibriste entre l'hypnose, un peu de notions psychothérapeutiques, parfois même, pourquoi pas, si ça parle à des gens, des notions un peu psychanalytiques, et puis de pouvoir aller sur la TCC, de pouvoir emprunter des choses à la PNL pour en faire finalement l'accompagnement d'Adrien Moulard ou de Romain Pellegrinelli, chacun le sien, et d'être non plus juste un praticien en hypnose parmi tant d'autres, mais d'être celui qui amène ça, c'est-à-dire de lui et de sa cuisine personnelle à travers toutes les théorisations, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'avais pas forcément intellectualisé. Euh, Quelle que soit l'étiquette que l'on met sur une approche thérapeutique, il faut bien garder en tête que ça n'est qu'une théorisation d'un fonctionnement psychique et que il n'y a pas de complexe d'Oedipe si vous faites un IRM du cerveau. On ne le voit pas, hein, à l'image, ça se voit pas. Donc en gros, tout ça n'est qu'une façon de présenter quelque chose. Et donc, on peut, à un moment donné, se nourrir de tout ça pour en faire son approche et faire du bon boulot. Et donc, on est dans cet enjeu vraiment ambitieux, qui est beau d'ailleurs, qui fait qu'il y a vraiment un travail de toute une vie ou de plusieurs vies, de pouvoir suffisamment déployer la connaissance, ce qui va aussi nous exposer à des difficultés de type Dunning-Kruger, où quand tu découvres un truc, tu as l'impression de mieux le maîtriser, et quand tu vas vraiment dans une maîtrise, tu te rends compte que, en tout cas, des limites de ta connaissance ou de la connaissance du sujet en tant que tel. Euh, et c'est là où, quand, je sais pas, d'ailleurs, on va à peu près pas trop revenir sur le sujet, mais je me demande comment tu fais dans ta formation, parce que même si elle est quand même assez extensive sur 10 mois, voilà, on va voir le nombre d'heures, etc. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est quelque part, on revient à ce qu'on disait, ce qui est logique, c'est probablement le contenu de ce qu'on pourrait retrouver dans des études de psychologie ou des études pour être psychothérapeute, qui sont parfois monomodèles, mais qui souvent sont quand même assez éclectiques, ou te permettent de connaître les différents modèles, voir celui pour lequel tu as une sensibilité qui résonne le plus, qui permet aussi de connaître les limites. Je pense à la systémique, par exemple, c'est une approche très complémentaire à l'hypnose qui va être plutôt intrapersonnelle. On va changer les choses à l'intérieur de soi, mais on n'est jamais isolé du système, et donc parfois les enjeux ils sont plus liés au système qu'à soi. Euh, donc, ce que tu nous dis en filigrane, c'est que toi, tu as quelques modèles, par exemple l'IFS, Internal Family System, la Path Therapy, tu en aurais peut-être d'autres comme ça qui, toi, te paraissent peut-être fondamentaux et que tu transmets de manière plus privilégiée dans ta formation. J'ai l'impression que le réseau a bugué. Je réponds, non, c'est revenu. Alors, c'est revenu. Je refais ma phrase pour être sûr qu'on est. Vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que toi, tu as peut-être certains modèles privilégiés dont tu nous as un peu parlé, que tu as probablement synthétisé un peu dans ta formation, pour ce qui est, voilà, une fois que la personne est en hypnose, après le questionnement préalable, quels sont les grands axes stratégiques que toi tu recommanderais, tout en gardant une ouverture, en disant, attendez, moi je vous transmets ce que Romain Pellegrinelli, il a bossé et ce qui lui parle le plus, mais il y a probablement d'autres modèles, d'autres interprétations de la psyché humaine et du vécu humain qui peuvent être pertinents aussi, quoi. Hum. Bah oui, effectivement, ça c'est le message en filigrane pendant toutes mes interventions, c'est-à-dire je transmets ce que je pratique et c'est loin d'être la référence. Et ce que je veux, c'est simplement que vous preniez ce qui vous convient là-dedans et que vous l'ajoutiez à ce que vous avez déjà. Donc ça, c'est plutôt dans la posture de formateur. J'engage bien sûr les gens à aller voir au-delà. Je rappelle à quel point quand on finit une formation en hypnose, et à mon avis dans n'importe quelle formation de ce domaine de la psyché humaine, on n'a rien fait encore. On n'est même pas au début du commencement de l'apprentissage, parce qu'il va falloir se confronter à la réalité, il va falloir se planter, il va falloir se remettre en question. Enfin, je veux dire, c'est une formation, c'est pas un permis de conduire, quoi. C'est pas un permis de faire de la thérapie, si je veux dire. Pour la métaphore, c'est, pour l'analogie, en tout cas, voilà, quand vous faites vos 20 heures de cours de conduite et que vous passez devant l'examinateur, vous sortez,
Vous savez à peu près conduire le véhicule, bien sûr que après en conduisant, vous allez devenir de plus en plus sécure et de plus en plus confiant. Mais dans nos formations de nos métiers, ça marche pas comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de continuer à vous former, lisez, allez voir ce qui se fait ailleurs. Moi, je suis par ailleurs formé à l'EFT, qui est un outil que j'utilise fréquemment en complément de l'hypnose. Euh, et du coup, ça, c'était en introduction pour la réponse à ta question. Et oui, ça me revient. Et donc, ce que je voulais dire de façon plus concrète, c'est euh, allez vous renseigner sur ce qui fait ailleurs, mais faites-en aussi une synthèse. Et on n'a pas besoin d'être chargé intellectuellement de toute la théorie, mais juste d'avoir dans des grandes lignes. Et moi, au final, aujourd'hui, et c'est là-dessus que je voudrais conclure cette réponse, c'est que je n'utilise pas 50 approches différentes. J'ai des grandes idées principales qui vont guider mes séances. Je peux effectivement utiliser les techniques de réification, que tu as évoqué tout à l'heure, avec un travail sous les sous-modalités. Et des fois, on a des résultats étonnants pour des gens qui n'ont pas trop envie forcément de rentrer tout de suite dans un truc euh, plus en lien avec leur expérience de vie. Je vais utiliser énormément, mais aussi parce que maintenant je le comprends mieux grâce à tout ce que j'ai pu lire, la RHV, l'enfant intérieur, mais bon, peut-être travailler un peu à ma façon, hein. Après, je sais pas comment. Il y avait pas de protocole d'enfant intérieur quand on était à l'Arche. Donc, j'ai glané comme ça les choses au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a du sens. C'est-à-dire que ce qui est prioritaire, ce qui compte avant de lancer un travail, c'est de donner du sens à la personne qui va le recevoir. Pourquoi, si j'entreprends de vous faire rencontrer une métaphore de votre enfant et que vous preniez soin de lui, etc., pourquoi ça a du sens par rapport au problème que vous êtes en train de m'amener? Voilà, si par exemple vous me dites, je crois que c'était l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, j'ai peur de prendre la parole en public, on peut théoriser les choses comme ça très simplement en disant, bah écoutez, à l'intérieur, on est probablement un peu constitué de différentes parties psychiques, un peu comme des matrioshkas. Là, on peut faire du coup référence à l'enfant, l'adulte sain, des autres approches. Bah moi, je crois, avec mon expérience, que quand vous montez sur scène pour prendre la parole en public, c'est pas tellement vous, l'adulte, qui êtes face à moi, qui êtes sur le devant de la scène. C'est plus probablement cet enfant à l'intérieur qui est un peu le socle de toutes ces émotions et qui vous fait ressentir cette peur au-delà du raisonnable. Ben, on va travailler avec lui et puis on va aller voir de quoi il a besoin et comment on peut le rassurer. Tout ça est une mise en scène, soyons bien d'accord, il n'y a pas un enfant qui vit à l'intérieur, mais très souvent, quand on fait ce genre d'approche et qu'on vient amener de la réassurance, la sécurité, etc., ben, étonnamment, ça change les choses dans la vraie vie et souvent, cet enfant qu'on a théorisé amène moins de peur face au public à ce moment-là. J'ai envie de rebondir. Souvent, on va l'entendre. C'est-à-dire que dans l'entretien préalable, les gens, quand ils vont nous parler d'expérience ou d'un vécu, c'était encore le cas dans une séance ce matin, qui ramenait à l'enfance, ça peut donner l'hypothèse assez plausible ou probable qu'il y a des apprentissages qui ont été faits à une certaine époque et que donc si on vient introjecter de nouvelles compréhensions ou de nouvelles émotions, de la réassurance, on va aider le système à se reprogrammer. Suite à l'interview que Christophe Dufour avait eu la gentillesse de venir faire sur ce podcast, j'ai l'impression qu'il a dû me faire des suggestions ou m'hypnotiser un peu parce que ma pratique a un peu changé. Et je me rappelle, ça m'a vraiment choqué. J'accompagnais une dame et donc dans l'entretien préalable, il y a vraiment un truc qui s'allume en mode ah bah tiens, ça appelle à de la redirection d'histoire de vie, puisqu'elle parlait justement d'un apprentissage qu'elle avait fait étant plus jeune. Sauf que dans la séance, je me suis surpris, pas surpris, mais à ne pas le proposer. Mais en vrai, j'ai pas proposé grand-chose. Pour le coup, je l'ai mise en hypnose. Enfin, je l'ai aidé à ce qu'elle s'installe en hypnose. Et puis au bout d'un moment, je lui ai demandé, bah, vous en êtes où? Il se passe quoi? Ah, bah, je suis en train de parler à la petite fille que j'étais. Et du coup, elle était en train de faire le protocole, entre guillemets, ou l'approche par elle-même. C'est vrai que je me rends compte que je vais de plus en plus vers ça. C'est-à-dire, en tout cas, au moins, ouvrir un espace d'hypnose sans suggestion stratégique pour laisser la résilience spontanée nous surprendre, peut-être parfois faire tout le boulot ou en tout cas commencer, et évidemment avoir plusieurs cartes dans sa manche, entre guillemets, en tout cas plusieurs bouquins sur l'étagère, je ne sais pas trop quelle métaphore utiliser, mais en tout cas plusieurs approches possibles pour pouvoir être le plus réactif possible. euh,
et puis tester, voir ce qui correspond le mieux à la personne. C'est très intéressant, mais ça parle de quoi aussi? Ça parle de l'intelligence émotionnelle de l'autre, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont cette intelligence émotionnelle qui ne demandent que à avoir un espace pour s'exprimer. Il y a des gens qui vont avoir moins de facilité à aller dans des directions de façon spontanée. Donc c'est vrai que c'est à cet endroit-là que nous, on va avoir un rôle important. Et toujours pour faire le pont avec le cours que je donnais ce matin qui était sur le pré-talk, je crois que toute l'orientation de la séance induction et protocole de travail se fait à ce moment-là où on est en train d'annoncer ce qui va se passer, parce que c'est là qu'on est en train d'orienter l'esprit dans certaines directions. Et des fois, en expliquant en amont comment nous, on perçoit la problématique de la personne, eh ben, on a déjà lancé le processus qui va nous emmener, par exemple, sur une redirection d'histoire de vie, alors qu'on n'aura même presque pas besoin de l'évoquer parce que ça sera déjà intellectuellement compris et que ça se fera tout seul. Voilà, je voulais juste conclure sur ça. Ce qui me fait rebondir, on est voilà, tous les deux un peu passionnés et volubiles. euh, je me rends compte que depuis quelque temps, je fais de moins en moins de pré-talk aussi dans cette circonspection que je développe à vouloir être le plus clean possible. C'est-à-dire que tout ce que je place dans le pré-talk, ça peut être très pertinent, mais ça peut être aussi enfermant pour mes clients. Et donc, voilà. Mais j'ai une option où je propose qu'on commence par l'hypnose ou qu'on commence plutôt par un échange. Et voilà, j'essaie d'être le plus clean possible, mais effectivement, c'est inévitable que on ait nos mécanismes de j'aurais dit de projection jusqu'à il y a peu, mais en tout cas d'analyse et d'hypothèse sur ce qui est en train de se jouer. Euh, pour autant, c'est vrai que, en tout cas, quand tu suggères pas une approche particulière, que ce soit par l'entretien préalable ou le travail en hypnose, et que la personne se retrouve d'elle-même là où tu aurais pensé l'amener, il y a un truc de justesse qui est assez chouette et de beauté aussi, parce que j'hésite pas à rappeler à mes clients quand ils trouvent une solution en eux-mêmes et qui vient pas du tout de mon accompagnement, de dire, ouais, c'est extraordinaire, vous y êtes allé tout seul, quoi. J'aurais pas, parfois, j'aurais même pas pensé à aller là, et c'est aussi pour ça que je suis assez circonspect sur les suggestions, que ce soit dans le pré-talk ou dans l'accompagnement, parce que ben, on peut être très intelligent, et je repense au cas que je décrivais, la personne a défendu avec une belle justesse qu'il y avait un tableau clinique qui permettait d'affirmer avec pas mal de certitude que le chemin thérapeutique qu'elle proposait était bon. Moi, je me fais toujours un peu l'avocat du diable, mais... Hmm. Ouais, je voulais qu'on finisse l'entretien. Alors évidemment, on Oui, aura quand même un petit moment en beauté pour que s'il y a quoi que ce soit d'autre que tu aurais aimé qu'on discute, une question que tu aurais aimé que je te pose, bah, ce sera comme ça qu'on finira dans quelques instants notre échange. Avant ça, bah, voilà, tu as composé, tu as écrit cet ouvrage pour aider les praticiens, praticiennes à accompagner les demandes d'arrêt du tabac. Bon, tu vas pas nous faire le livre là, il faut l'acheter, il est très complet, à la fois sur les enjeux presque culturels liés au tabac, et puis les stratégies hypnotiques et de changement. Toi, je sais pas, est-ce qu'il y a eu une ou deux anecdotes sur son processus de création, ou s'il y a une idée clé que tu dis, tiens, si les gens lisent pas le bouquin, il faut au moins qu'ils retiennent ce truc-là. Qu'est-ce que tu as envie de nous en parler? ouais. Alors c'est un truc qui traîne depuis très très longtemps. J'ai bossé là-dessus maintenant. Il doit y avoir 6, 7 ans en fait, parce que au début de entre guillemets de ma carrière, il y avait quand même pas mal de demandes autour de l'arrêt du tabac. En tout cas, j'avais pas mal de demandes et qu'effectivement la peur, parce qu'il y a cette idée et c'est ce que j'explique dans le livre, hein, que l'arrêt du tabac c'est du on-off, c'est-à-dire soit ils arrêtent pas. Donc ça met une grosse pression quand même aux praticiens de se dire j'ai réussi, j'ai pas réussi. Donc, il y en a beaucoup qui hésitent à prendre en charge ces demandes-là, et pourtant, à chaque fois qu'on arrive à accompagner quelqu'un jusqu'au bout, littéralement, on sauve une vie. Donc, je pense que c'est beau. Donc, voilà, ça fait très longtemps que je travaille là-dessus. J'ai fait des formations, je me suis inspiré de choses que j'ai trouvées ailleurs, et j'en ai fait comme tout le monde ma synthèse qui est dans ce bouquin, hein, parce que je crois qu'on n'invente plus grand-chose aujourd'hui, si ce n'est des interprétations des autres. Et donc voilà, ça a commencé. J'avais essayé de lancer à l'époque en partenariat avec Stéphane Violent il y a 1 an maintenant ou deux, des formations autour de ça. Le contexte est un peu difficile, ça n'a pas pris. Et donc je me suis dit bon, c'est là, c'est dans mon ordi. Il y a une centaine de pages de formation. C'est dommage de rien en faire, quoi. Autant l'entériner, le mettre sur papier.
Donc voilà, j'ai un peu changé la forme de tout ça et puis le voilà sur Amazon. Sur le sujet en soi de la prise en charge sur le sevrage tabagique, ce que je pourrais dire, c'est que il faut être capable d'identifier les typologies de demandes auxquelles on a à faire face. Dans le bouquin, j'explique qu'il y a les demandes masquées, qui sont finalement pas des demandes d'arrêt du tabac. On a les demandes qui sont objectives, hein. Clairement, les gens viennent pour arrêter de fumer, mais ils ne veulent absolument pas entendre parler de psychothérapie. Et puis, il y a malheureusement des typologies de demandes qui sont un peu irréalistes, où on a des clients qui, de toute façon, n'ont pas ce qu'il faut pour réussir au moment où ils en font la demande, que ce soit parce qu'ils le font pour les autres ou ce genre de choses. Donc je parle de ça dans le livre. Et puis surtout, j'ai essayé dans ce bouquin de ramener le sujet de la prise en charge du sevrage tabagique à l'endroit où nous, en tant que praticiens en hypnose, on peut être acteurs. Parce que si c'est dire que l'addiction au tabac, c'est une histoire de nicotine et que si on n'est plus, si on n'est pas équipé de patchs et autres, on ne pourra jamais arrêter de fumer. Bon, ben ça, c'est pas mon travail. Je veux dire, autant qu'à ce moment-là, ils soient pris en charge par un tabacologue médecin qui leur donne des substituts nicotiniques et voilà. Donc l'idée, c'était voilà d'orienter vraiment la prise en charge au cœur du métier de l'hypnose. Et pour conclure, l'idée numéro un qui est à l'origine de tout ce travail sur le tabac, c'est vraiment la genèse du truc, c'est que il y a plein de gens chaque jour qui écrasent une cigarette et qui disent c'est ma dernière. Et ces gens-là ne retouchent plus une cigarette de toute leur vie. Et moi, ma question, quand je les ai vus faire, parce que j'en ai eu dans ma famille, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé chez eux pour que ces gens-là, sans patch, sans rien, ils aient décidé que c'était la dernière et c'était la dernière. Donc l'idée, c'était d'aller comprendre les mécanismes qui ont eu lieu en amont de cette décision et voir comment peut-être nous pourrions, nous, faire maturer ceux qui n'en sont pas encore là de façon plus rapide pour qu'ils arrivent à ce moment où eux-mêmes, ils décident également d'arrêter de fumer en éteignant cette dernière cigarette. C'était vraiment le cœur du bouquin, c'est ça. Super, tu viens de me faire me rappeler avec fierté que c'est quelque chose qui m'est arrivé à l'époque. On était en boîte de nuit, on fumait encore en boîte de nuit, et j'ai allumé une clope. Et je sais pas, d'ailleurs, ce sera intéressant de faire l'exégèse, de comprendre les mécanismes qui m'ont amené à ça, mais il y a un truc, une voix intérieure qui me dit, mais c'est pas moi ça. Je me suis vraiment désidentifié du truc et j'ai fait un truc bizarre, c'est que j'ai jeté la clope que je venais d'allumer et j'ai jamais retouché une clope de ma vie. Ça me paraît une aberration de fumer. C'est une impossibilité pour moi, mais ça s'est fait presque malgré moi. Et donc, ben, je encourage vivement les praticiens, praticiennes qui sont intéressés. Le travail est à la fois, je trouve, complet, tout en étant assez concis et très clair. Donc, ça m'a déjà inspiré là, pour les séances que j'ai eu à mener pour accompagner les gens dans cette perspective. Hâte de lire ton travail plus à destination du grand public. Et puis, Oui. euh, je renvoie aussi à ton chapitre dans le bouquin de Philippe sur le Swan, qui était très chouette. Donc, bravo pour ton travail d'auteur. Ouais, pour finir en beauté, que ben, comme tu nous fais le cadeau de nous accorder un peu de ton temps et de partage de ton expérience et expertise, euh, voilà, la scène est libre. S'il y a un sujet, un cri du cœur, une question que tu aurais aimé que je te pose, euh, où tu te dis, tiens, ça c'est important qu'on en parle, on n'en parle pas assez de ça, tu as tout l'espace pour finir cette interview. Bah écoute, c'est gentil de me laisser cet espace. Je j'ai pas prévu, j'avais rien rien préparé pour conclure. Je crois que j'ai vraiment parlé à cœur ouvert de ma façon de faire ce travail, des tenants, des aboutissants. C'est un peu décalé comme conclusion, mais je dirais que finalement le message s'adresse pas uniquement aux hypnos et aux praticiens, mais quand on voit au quotidien les gens qu'on reçoit qui sont cassés par la vie, etc., avec la croyance que j'ai évoquée tout à l'heure sur le fait qu'il y a plein de choses qui se jouent quand même très très jeunes, mon message, ça serait prenez soin de vos gosses. Voilà. Évidemment, en tant que jeune papa, ça me donne une émotion. Moi, j'ai un petit souci, c'est que j'ai trop de projets, donc j'essaie de changer un peu ma carte mère, entre guillemets, pour plutôt
aboutir, finaliser les projets déjà en cours avant d'en lancer de suivants. Mais effectivement, les enjeux d'éducation, à la fois dans des stratégies d'éducation et stratégies de communication, et effectivement, comment est-ce qu'en bossant sur nous et en bossant sur la systémique, on peut essayer d'être les meilleurs parents possibles, on va dire des parents suffisamment bons pour paraphraser Winnicott. Euh, c'est vrai que c'est un de mes espoirs quand on voit que le monde a plein de, il y a plein d'opportunités dans le monde d'aujourd'hui, et puis il y a pas mal de challenges aussi, de se dire que l'éducation, c'est tellement important que, effectivement, qu'en quelques générations, en tout cas, en prenant soin de nos enfants, on les aidera certainement à avoir de meilleures vies, à être de meilleurs acteurs de la société, du coup, meilleurs pour les autres, et qui sait, peut-être des transformations plus profondes, quoi. Bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr que tout part de là, hein, que ce soit socialement, que ce soit à titre individuel, psychologiquement. Je, si je peux conclure sur cette petite anecdote justement de séance où je crois que ça a fini de me convaincre du truc. C'était justement un gars qui venait, je sais plus pour quel problème, et qui avait fait pour le coup beaucoup de psychothérapie et bon, ça n'avait pas été suffisant pour lui et donc on fait un travail comme ça. Je sais plus le thème, peu importe. Et à un moment donné, une régression s'opère pendant la transe et je lui dis, mais vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, je suis chez moi, je dois avoir peut-être 5 ans. Ok, qu'est-ce qui se passe? Mon père est rentré du boulot, il est devant la télé. Moi, je viens avec mes dessins et il me dit, pas maintenant, dégage quoi, en gros. Et ce type, il était, je veux pas dire brisé, mais il était traumatisé de cet acte-là, de cet instant-là. Et c'était un truc qui portait encore aujourd'hui inconsciemment. Donc on a essayé d'amener un peu de compréhension dans ce moment de vie. Et donc le message en conclusion, il est double, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut pas être des parents parfaits et que bien sûr c'est normal quand on s'est tapé une semaine de boulot peut-être harassant à l'usine, de pas être capable de recevoir un gamin de 5 ans qui vient montrer son dessin. Et c'est OK, mais c'est bien d'en prendre conscience quand même et aussi que finalement, euh, les problèmes d'aujourd'hui ne se cachent pas forcément dans des traumatismes affreux et que parfois un simple non, l'absence d'un regard à un moment où on est fragile va peut-être planter une graine dont on va mettre plein d'années à se départir. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais finir. Bah, je vais pas te laisser finir parce que c'est trop riche, et j'ai envie de rebondir. Euh, et d'ailleurs, ça m'ouvre une autre question que j'ai pas prévu de te poser. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, ça peut mettre vachement la pression. Et mon ressenti aujourd'hui, en tant que jeune papa, voilà, mes enfants, ils ont bientôt 4 ans et 1 an et demi, donc je commence à avoir un peu d'expérience, mais je sais que le chemin est long. Euh, je crois pas qu'il y ait une graine qui puisse vraiment peut être semée et germer et créer un arbre horrible. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, on a le temps. En fait, il y a beaucoup de répétitions. On a le temps de faire des erreurs. D'ailleurs, c'est important, je crois, qu'on fasse des erreurs pour que nos enfants apprennent que c'est OK de faire des erreurs et qu'on peut s'excuser, qu'on est imparfait en tant qu'adulte, qu'on peut rester dans l'amour de soi, même si on est imparfait. Et justement, comment est-ce que on peut rétro-pédaler et venir expliquer ce qui s'est passé, etc. Et donc, mon ressenti, c'est que c'est plus une ambiance générale et qui fait que parfois certains événements vont prendre une lumière particulière. Donc voilà, c'était aussi dire d'être assez cool par rapport à ce genre de challenge. Et c'est plus ouais, c'est une course de fond en fait, ce truc-là. Et donc essayer la plupart du temps d'être la meilleure version de soi. Et la question que je voulais te poser, moi en tout cas, je sais que je suis super content d'avoir été quelques années hypno avant d'avoir mes enfants. Je sais pas quel papa j'aurais été sans. Ouais. Euh, toi, je crois que ton fils, si je dis pas de bêtises, après on va pas dévoiler ta vie privée, mais il est un peu plus âgé que les miens. Euh, ouais, s'il y a un petit truc comme ça, puisqu'on parle de la parentalité, où tu peux faire peut-être un parallèle entre le job d'hypno et le job de parent. Après, il y a 50 000 trucs, mais Mhm. s'il y a une ou deux idées comme ça, où tu aurais envie de nous éclairer sur comment ça peut aider, quoi. Avant de faire le pont, je voulais juste préciser en rebondissant sur ce que tu as dit, parce que c'est très juste, c'est que
on ne saura jamais, et ça n'a aucune importance de savoir si l'expérience que j'ai décrite précédemment est une expérience qui a réellement eu lieu, ou est-ce qu'elle n'est que la synthèse et la somme de plein d'autres petits moments de détournement de l'attention du père. Et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de le prendre en charge. Et que de toute façon, on ne pourra jamais être parfait au bon moment, dans le bon timing, dans la bonne émotion avec nos enfants, c'est une certitude. Par contre, et là du coup je vais essayer de répondre à ta question, les ponts, les liens entre l'hypnose et la parentalité telle que moi je la vois, c'est cette qualité d'attention et cette qualité de présence. Euh, Moi, j'ai essayé de m'organiser dans ma vie pour avoir justement du temps avec mon fils. Des fois, des temps qui sont pas forcément toujours faciles à gérer parce que en grandissant, il y a des centres d'intérêt qui divergent et qu'en même temps, il faut que je sois un socle sur lequel sa personnalité puisse se développer et s'épanouir et qu'il n'est pas question qu'il devienne la copie de Romain Pellegrinelli. Donc, je tâche à, m- justement à avoir cette curiosité dont je parlais plus tôt dans l'interview et de façon encore plus légitime à son attention en fait, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, à mon sens, avoir complètement dans nos accompagnements thérapeutiques. Cette curiosité, cette écoute, cette qualité de présence. Et c'est ce pont, ce lien-là que je peux faire. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui a écrit, c'est en anglais, c'est Punishment Free Parenting, donc l'éducation sans punition. Et il a une phrase, il y a pas de phrases choc comme ça, il dit Get curious, not furious. Mm. Soyez curieux, pas furieux. Mm. Et c'est vrai que surtout quand on a de la pression, de la fatigue, des émotions, c'est facile quand les enfants, ils ont leur vie créative, de pouvoir presque prendre personnellement comme de la provocation, le fait qu'ils sautent sur le canapé ou peu importe ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que, bon, quand même, l'immense majorité du temps, si tu es curieux, tu te rends compte que l'enfant, dans son raisonnement ou dans son vécu intérieur, ben, ce qu'il vivait, c'était juste quelque chose qui, d'ailleurs, et quand tu redescends un peu de tes grands chevaux, je parle de moi, hein, tu te rends compte qu'il avait raison, en fait, probablement. Ou en tout cas que, en étant dans ce jeu de la curiosité, on va pouvoir éviter beaucoup de confrontations. Je pense aussi pour les tâches qu'il faut faire, etc. Les transformer en jeu et rentrer dans le jeu. Et pour le coup, là, j'ai un vrai parallèle. Rentrer dans le monde de l'autre, c'est quand même un apprentissage qu'on retrouve en hypnose qui est, encore une fois, je sais que le chemin est long, mais dont j'ai déjà pu vraiment allègrement faire l'expérience. Et d'ailleurs, c'est rigolo, les fois où tu as moins de ressources et où tu n'y arrives pas, moi, il m'arrive parfois de me voir essayer d'aller au forceps. Et tu sais, je sens que j'ai pas la ressource de rentrer dans le jeu et de rentrer dans son monde. Et tu sais, j'ai malgré tout cette espèce de position un peu méta en mode, putain, j'ai pas la ressource pour le faire, mais je sais que c'est ce que je devrais faire. Et en général, tu le payes cash parce que bah, quand tu essayes de contraindre un enfant, au mieux ça marche pas et au pire ça marche, mais ça crée Mm. d'autres enjeux derrière. Oui, après, on peut aller même plus loin. On peut, toutes les techniques avec les enfants vraiment en bas âge, hein, toutes les techniques qu'on utilise de choix illusoire, etc. On peut bien sûr les utiliser aussi avec nos enfants. Et inversement, pendant que tu parlais, je pensais à un truc très juste, encore une fois, de Laurent Bertin, qui avait développé une approche globale qui s'appelait le déménagement intérieur, au sein duquel il y avait une partie où il y avait un travail avec l'enfant intérieur. Et c'est vrai que souvent, l'enfant intérieur, on l'utilise dans le sens l'adulte qui s'occupe de l'enfant, mais on oublie très souvent de faire appel à la sagesse de l'enfant et que dans une transe, son enfant à l'intérieur soit capable de nous rappeler des rêves oubliés et toutes ces choses, toute cette façon de voir le monde qu'ont les enfants, c'est hyper recadrant parfois pour certaines typologies de consultants. Donc n'oubliez pas, si vous faites de l'enfant intérieur, faites-les dialoguer, faites pas juste du descendant. D'autant que ce sera très thérapeutique que cet enfant puisse se sentir suffisamment valorisé pour qu'on écoute ce qu'il a à dire, ce qui est parfois l'enjeu d'ailleurs de certains accompagnements. Et puisqu'on en est à boucler les parenthèses ou boucler les histoires que nous avons ouvertes, je suis content que tu nommes le déménagement intérieur. Effectivement, j'avais aussi suivi ce stage de Laurent que j'en profite pour saluer bien amicalement. On s'est parlé récemment, du coup, c'est la synchronicité est pas mal. Euh, Tu parlais des gens qui ont fait un travail sur eux. J'ai l'impression que l'hypnose fait souvent des effets extraordinaires où tu peux avoir des changements très profonds, parfois en une séance. Je prends justement l'analogie du déménagement, quoi. Si jamais
tu fais un déménagement, si tu as bien préparé les cartons, t'invites 5 potes, en 2 heures c'est réglé, et tu manges des pizzas et tu bois des bières. Si t'as rien préparé, même si tu es très nombreux, le déménagement va mettre beaucoup de temps. Et donc, voilà, j'avais cette idée qui traînait dans le champ, donc je profite que tu parles du stage de Laurent pour la proposer. J'ai l'impression qu'effectivement, euh, que ce soit par un travail psychothérapeutique ou par le chemin de vie, c'est aussi beaucoup quand les gens ont préparé leur carton que l'hypnose permet de faire un déménagement rapide, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ah, il y a des gens qui arrivent, ils sont plus près que d'autres. Voilà. Mais c'est un peu finalement le thème du bouquin sur le tabac, c'est que finalement, notre job, c'est aussi de faire en sorte qu'ils fassent leur carton plus vite, quoi. Il y en a qui arrivent les cartons faits, il y en a d'autres qui ont besoin d'un coup de main, mais voilà. Génial. Merci encore infiniment, Romain, Merci à pour toi, Adrien. ton amitié, pour le temps et la richesse de notre échange, aussi pour ce que tu as déjà mis sur papier. Pour nos auditeurs auditrices, merci aussi pour votre confiance et votre intérêt. Ça fait chaud au cœur. Vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux. Voilà, on vous encourage à liker, à partager, à commenter, à enregistrer. Enfin bref, vous savez quoi faire. Et n'hésitez pas, je pense que vous avez senti la passion et l'engagement qu'on partage avec Romain pour ces questions. Donc, on espère qu'il y a eu peut-être des pépites qui vous permettent d'arriver à certains endroits. On espère surtout qu'on a pu ouvrir des portes qui peuvent continuer de nourrir la réflexion. Et si jamais c'est une étape sur ce chemin-là, ben, on sera ravis de pouvoir en explorer d'autres. Merci encore du fond du cœur et à très bientôt. Merci, merci.